Au sud de la France, Montpellier. Sa célèbre place de la Comédie et son opéra, mais surtout ses terrasses. La ville regorge de restaurants. On en compte 1350. Alors comment trouver la bonne adresse? Isabelle et son amie Lorena ont leur technique. Alors, application Miracle, qui donne les bons avis sur les bons restos et aussi les moins bons. Ce site est américain. Il s'appelle TripAdvisor. C'est l'application gastronomique la plus fréquentée au monde. On va sur restaurant, destination Montpellier. Le principe de cette plateforme gratuite, proposer un classement de tous les restaurants ville par ville, selon l'avis des clients. Menu dégustation 29 €. Plus il y a de commentaires positifs sur un établissement, mieux il est classé. C'est un bon moyen de pouvoir faire du tri et puis de découvrir des endroits sympas où on peut retourner après entre amis ou en famille. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà. On va découvrir. Tout à fait. Isabelle est chef d'entreprise. La gastronomie, c'est son dada. Elle va au restaurant au moins 4 fois par semaine. Alors, allez tiens, on va regarder celui-ci, voir ce qui nous donne envie ou pas. Déception totale, alors ça commence bien. Viande dans le menu pleine de nerfs, mauvaise expérience. Là vraiment les avis sont quand même assez médiocres. Passez votre chemin, ah bah voilà, c'est ce qu'on va faire. Et on va passer notre chemin. Isabelle et Lorena vont-elles finalement trouver la bonne adresse? Chaque année, les Français vont en moyenne 5 fois au restaurant. En couple, en famille, pour fêter un événement ou célébrer une grande occasion, ils y consacrent environ 900 € par an. Alors pas question de se tromper. C'était franchement pas bon, je vais être un peu méchant, mais c'est du poisson de cantine, quoi. Pays de la gastronomie, la France compte 100 000 restaurants. Alors comment choisir la bonne adresse? Moi j'ai mangé une salade, je peux vous dire que même une salade ici, elle est excellente. Site internet, guide gastronomique, bouche à oreille. Pour faire son choix, les moyens ne manquent pas. Mais lequel choisir? Nous allons vous donner les astuces pour dégoter les meilleures adresses et surtout vous aider à éviter les pièges. Bienvenue dans les petites tambouilles des guides culinaires. À Montpellier, nous retrouvons Isabelle et Lorena, toujours en quête d'une bonne adresse. Après avoir consulté des dizaines d'avis, les deux jeunes femmes arrêtent leur choix sur cette terrasse en bord de Leuze. Alors il y a des tapas, il y a des fruits de mer, ça c'est super. Un restaurant de poissons avec des prix un peu élevés, environ 40 € par personne. Ce tarif est-il justifié? Isabelle et Lorena le vérifient sur leur application fétiche. Restaurant très convivial, les desserts sont faits maison très bons. Jolie terrasse, c'est vrai qu'on a une belle vue. Le commentaire est élogieux, leur choix est fait. Le cadre est accueillant, reste à savoir si l'assiette est à la hauteur. Alors pour moi ce sera 6 huîtres de bousigues. Oui. Et après ce sera un filet de loup s'il vous plaît. Les crevettes à l'huile. Ont-elles eu raison de suivre les avis des internautes? Alors, les 6 crevettes. Le service est rapide, c'est l'heure du verdict. C'est pour moi. Merci. Et voici. Bonne dégustation. Merci. Elle est bonne, hein? Apparemment, la fraîcheur des fruits de mer est au rendez-vous. Bonne dégustation, mesdames. Mais avec le poisson, Isabelle va avoir une surprise. J'ai trouvé un petit bout de plastique dans mon assiette. J'ai trouvé un petit cadeau dans mon assiette. Dans son filet de loup, un petit morceau qui n'a rien à faire là. Le patron se précipite aussitôt. C'est une arête de calamar. C'est un... Moi, comment on appelle ça? Ça doit être sur la plancha. C'est, vous savez, l'os du calamar à l'intérieur. Voilà. Son filet de loup aurait cuit à côté des calamars. Un bout de cartilage se serait glissé accidentellement dans son plat. Un cartilage, voilà. Du cartilage. Finalement, l'empressement du patron rend Isabelle plutôt indulgente. Malheureusement, ça peut arriver dans tous les restaurants. Hein. Bon, le cartilage, j'ai un peu de mal à digérer, mais... je sais pas. Je n'arrive pas à savoir si je connais rien en calamar non plus. Hein. Je suis pas experte en calamar. À peine sortie du restaurant, Isabelle publie son avis depuis son smartphone. Elle se montre plutôt indulgente sur l'arête du calamar.
Son avis s'ajoutera à ceux des autres clients. Agréable soirée en terrasse, une cuisine faite maison et de qualité, 4 sur 5 et on envoie. Ça y est, c'est envoyé. 4 sur 5, c'est la très bonne note d'Isabelle. Son avis est authentique. Et voilà. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. De nombreux avis frauduleux peuvent se glisser sur ce site, pourtant réputé. Créé en 2000 aux États-Unis, TripAdvisor s'est imposé comme le leader du marché. Chaque mois, 150 millions de personnes dans le monde consultent les avis laissés par les clients. Mais ces commentaires sont-ils vraiment sincères? Peuvent-ils vous induire en erreur? Strasbourg, dans l'est de la France. C'est dans cette ville réputée pour ses spécialités culinaires et sa célèbre cathédrale que notre enquête débute. Chaque année, 3 millions de touristes visitent la capitale alsacienne en quête de bonnes adresses. Bonjour. Ça vous convient? C'est bon? Excellent. C'est un Bäckerhof, c'est alsacien. 3 sortes de viande. Du porc, du bœuf et du veau. Et c'est cuit dans le vin blanc avec des couches de pommes de terre et de carottes. C'est des plats de grand-mère en fait. Mangez-vous. Dana Montserval est aux petits soins avec ses clients qui l'accueillent depuis 14 ans dans son restaurant de produits régionaux. Vous êtes varois? Oui, niçoise. On reviendra, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Avec plaisir. Son établissement, situé dans le quartier historique, sert jusqu'à 500 couverts par jour. C'est un emplacement numéro 1 parce que dès que vous visitez la cathédrale, vous descendez naturellement vers ces endroits. Et on a la Petite France, qui est à peu près à 1 km d'ici, sur la droite, qui est l'autre grand quartier historique de Strasbourg. Il est 13 h. La gratinée, elle est au four ou pas, Schrap? En cuisine, c'est le coup de feu. Ça va bien? Ça sort bien? Ça va, très bien. Sur ces fourneaux, les stars de la maison, ce sont les spécialités alsaciennes. Dan et ses cuisiniers mitonnent chaque jour 40 kg de choucroute et 15 kg de Flammenkuche. Voilà. Il y a le tarfondé qui manque. Tout de suite entier. Ici, tout est fait maison. Les plats cuisent pendant des heures et les produits sont frais. Moi j'ai mangé une salade, je peux vous dire que même une salade ici, elle est excellente. Pourtant, depuis 2 ans, des commentaires négatifs se multiplient sur TripAdvisor. Absolument médiocre, cuisine réchauffée, patron qui donne envie de partir, une avalanche de critiques qui ne correspond pas à ce que nous observons en cuisine. Par exemple, là, on a un strudel fait maison intégralement avec des pommes, des vergers qu'un maraîcher nous ramène chaque semaine. On travaille depuis 14 ans ici comme ça et on a exactement les critiques qui disent le contraire. Pour Dan, seule explication possible, il serait victime d'une campagne de dénigrement sur Internet. Afin de faire la lumière sur l'origine de ces critiques, le restaurateur a fait appel depuis 2 mois à Guillaume, un informaticien. Bonjour Guillaume. Ça va? Très bien. Dan va lui montrer les avis négatifs dont il est victime depuis 2 ans. Alors... Voilà, regarde un peu le bonheur. Ouais. Voilà. Vin chaud médiocre et pas chaud. Après, il dit le café ne semble pas non plus terrible. La déco est vieillotte. Passez votre chemin. Avec l'aide de son informaticien, Dan repère des erreurs qui prouvent que certains contributeurs ne connaissent même pas son restaurant. Si vous regardez dans ces critiques, vous allez voir que de temps en temps, on dit que mon foie gras n'est pas bon. J'ai jamais eu de foie gras à la carte. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour prouver ça? Qu'est-ce que vous voulez faire pour répondre à des commentaires comme ça? C'est vraiment juste pour saquer ceux qui viennent se renseigner par rapport à votre établissement. Ils n'ont même pas parlé de la nourriture, ça tape sur tous les produits de base. Pour moi, ce sont des comptes qui ont été créés juste dans l'optique de critiquer, sans avoir jamais mis les pieds dans le restaurant. Pour eux, ces avis sont des faux, publiés pour induire les clients en erreur. Le consommateur lambda qui fait confiance à ces sites est leurré, évidemment. En poursuivant l'analyse des commentaires, Guillaume remarque un autre message particulièrement suspect. Pizza noyée dans le fromage, peut-être congelée, bon. Donc en résumé, c'est nul, allez en face, c'est mieux. Bizarrement, il y aurait eu un touriste qui vient me critiquer et qui aurait goûté aussi en face. Cet avis cite même le nom de l'établissement concurrent. C'est tout à fait ciblé pour démolir et attirer les clients en face. Mais en y regardant de plus près,
vous allez avoir la preuve que cet avis est un faux. C'est Rémi Ouhaillon qui va nous le démontrer facilement. Cet homme conseille les restaurateurs pour améliorer leur communication. Et il n'a pas son pareil pour débusquer les imposteurs. En observant ce message, c'est le profil du contributeur qui le frappe tout d'abord. Là, en l'occurrence, je vais surtout aller voir ce qu'on appelle le nombre de contributions qui sont données. Ce contributeur a déposé 621 avis. Il a été au Havre, le lendemain, il a été à Tel Aviv, et puis ensuite, il a été en Espagne, et puis ensuite, comme par hasard, il est revenu à Jérusalem, et puis ensuite, il a été à Paris. Moi, il faut qu'on m'explique comment on fait pour être à La Guiole, en Aubrac, le 28 mai, et comment on fait pour être à Terrassa, le 28 mai aussi, et comment on fait pour être à Carcassonne. Formidable. Moi, c'est le numéro 1 du voyage dans le monde. En revanche, je pense qu'il s'appelle Superman, quoi, ce contributeur. C'est le seul moyen que je vois à avoir la capacité de déposer des avis tous les jours. Et c'est ça que TripAdvisor ne vérifie pas. C'est pas tant de vérifier l'avis qui est important, c'est d'en vérifier le profil du contributeur. Le problème, c'est que 280 000 lecteurs ont suivi les faux conseils de ce contributeur, qui a critiqué le restaurateur strasbourgeois. Alors que, écoutez, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour pouvoir démontrer qu'effectivement, le profil de cet utilisateur est un faux profil. La preuve est faite. Dana Montserval a bien été victime de malveillance. Et vous allez voir qu'il est très facile de poster un faux avis. Nous tentons l'expérience en publiant un commentaire sur un restaurant où nous ne sommes jamais allés. Je n'ai jamais mis un doigt de pied ici, mais j'aimerais bien y aller un de ces jours. Il paraît que la nourriture est délicieuse. Après 3 heures d'attente, notre commentaire est validé. Pourtant, dans un film explicatif, ce site américain se vante de détenir un logiciel qui garantit que ses avis sont authentiques. Chez TripAdvisor, nous savons que pour qu'un avis soit utile, il doit avant tout être vrai. C'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied en coulisses pour nous assurer que les avis sont authentiques. Ainsi, nous sommes capables d'identifier un avis malhonnête en cas de tentative de falsification, de diffamation ou d'optimisation. Et pourtant, notre avis qui n'a rien d'authentique a bien été publié. Après 4 mois d'attente, nous obtenons enfin un rendez-vous avec le géant américain. Le vice-président du site, chargé des restaurants, arrive directement de Boston pour répondre à nos questions. Bonjour. Bertrand Gellensperger va tenter de nous convaincre que ces contrôles sont efficaces. Les règles sont assez simples, n'importe qui peut écrire un avis. Et après, ce qu'il faut, c'est vérifier que celui qui écrit l'avis, a priori, a bien été au restaurant. Il n'y a pas vraiment besoin d'apporter la preuve, en fait. Non, alors, mais c'est pas la même chose. C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'apporter la preuve qu'il ne faut pas y avoir été. Et oui, après, mais vous n'avez pas vraiment de moyen de le vérifier. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de moyen de le vérifier. C'est un ensemble de systèmes, la communauté, etc., qui fait que le système est vertueux et fiable. Il y a toute une équipe d'ingénieurs, etc., qui font les outils. Après, il y a 300 personnes qui modèrent au quotidien, en effet, les avis qui ont été repérés comme potentiellement peu fiables. 300 personnes seulement pour contrôler la véracité de 400 000 publications par jour. Une mission impossible. D'après le vice-président, le logiciel du site serait capable de bloquer instantanément une publication litigieuse. Si on met ce restaurant n'est pas bon, venez plutôt dans tel autre restaurant, voilà, c'est des choses où on fait quand même attention parce que c'est pas l'objet. La politique, évidemment, c'est qu'on l'enlève. Interdit de faire la publicité d'un établissement concurrent, c'est pourtant ce qui est arrivé au restaurateur strasbourgeois. Et nous décidons de lui montrer. Le titre est vraiment allé en face. Ouais, alors après, ça c'est toute la difficulté de notre métier, hein, c'est que si c'est un vrai utilisateur qui a écrit cet avis, il a le droit de le dire. Donc là, ils disent Flammenküche froide. Bah, oui, si la Flammenküche froide, elle est froide. Si ça se trouve, c'est un bon conseil. Et peut-être qu'en tant qu'utilisateur, on est super content d'éviter d'aller manger la Flammenküche froide et d'en avoir une chaude en face et d'être bien accueilli. Donc, mais si c'est un concurrent qui se défoule, l'équipe... Bah, j'imagine que l'enquête a été menée et qu'il n'y avait aucune preuve comme quoi c'était un avis d'un restaurateur. Face à nos questions,
Bertrand Gélensperger finit par avouer le chiffre des avis douteux qui leur échapperait. Et il est important. Aujourd'hui, on estime que c'est bien inférieur à 10%. Et après, on se bat tous les jours pour que ce soit inférieur. Mais donc moins de 10%, ça veut dire que vous savez quand même qu'il y a une partie qui échappe certainement à votre vigilance. Ouais. Vous dire le contraire, ça serait vous mentir. 10% de messages seraient des faux, soit plus de 53 millions depuis que le site a été créé. Il y aurait donc bien une faille dans le système du leader mondial. Ces faux avis sont proposés par des sociétés spécialisées, pour lesquelles c'est devenu un business. En enquêtant, nous découvrons qu'elles démarchent régulièrement les restaurateurs. Au plein mois de juillet, presque au mois d'août, vous avez froid sur la terrasse, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Cette mésaventure est arrivée à Xavier de Namur, propriétaire de cet établissement dans le Marais à Paris. L'an dernier, il a reçu un mail qui l'a laissé perplexe. J'ai été contacté par une boîte qui propose 2 000 € pour 20 avis, 3 000 € pour 45 avis. Donc eux, ils font les avis. 100 avis, c'est 5 000 € et 150 avis, c'est 6 000 €. Là, vous créez carrément une super réputation. Vous êtes le meilleur restaurant du monde. À notre demande, Xavier de Namur accepte de contacter une de ses agences, en faisant croire qu'il souhaite acheter leurs faux avis. Hello. Oui, bonjour. Xavier Namur, à l'appareil. Je suis restaurateur à Paris. Je cherche, je ne sais pas si c'est vous qui faites ça, je cherche une entreprise qui pourrait me faire remonter sur les sites de référencement comme TripAdvisor. Parce que moi, je suis 4 millième maintenant. Et donc, on m'a dit que si on mettait des avis, on pouvait remonter. Ah non, c'est tout à fait exact. Bon, à mon avis, entre 4 millième et puis 2 millième, ça ne devrait pas être trop compliqué. Combien que ça me coûterait à peu près? Nous, la vie, on facture 5 €. Combien? 5 €. 5 € la vie. Et ça se voit pas trop quand même que c'est des... C'est moi qui vous ai écrit les avis, comment ça se passe? Non, c'est... vous nous dites à peu près qu'est-ce que vous faites et puis nous, on vous écrit les avis. Vu le nombre d'avis que vous avez, ça serait pas raisonnable d'aller au-delà de 10 avis par mois dans un premier temps. 50 € par mois pour 10 faux avis, une bonne affaire. Et l'opération est simple comme un coup de fil. Comment on fait pour organiser les règlements, tout ça, et comment ça se passe? On fait un contrat? Nous, on a un compte en France, donc vous pouvez me faire un virement, c'est pas. Vous êtes à Paris, non? Non, là je suis à Madagascar. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc pour vous rencontrer, c'est pas évident. c'est loin. Madagascar, une île située à 9000 km de la France. Un des pays les plus pauvres de la planète, qui serait aujourd'hui un des hauts lieux de la fabrication de faux avis sur Internet. À Antananarivo, la capitale, nous avons infiltré une des nombreuses sociétés spécialisées en répondant simplement à une offre d'embauche. Nous sommes équipés d'une caméra cachée. Sur la façade de l'immeuble, aucune indication. L'entreprise semble vouloir rester discrète. On travaille avec des agences de référencement à l'étranger. Où ça, en France? Nos clients se trouvent majoritairement dans les pays francophones. Belgique, Canada, France. Ce type de société utilise des logiciels pour brouiller les pistes sur l'origine géographique des textes qu'elle publie. Impossible de détecter qu'ils proviennent de Madagascar. Ici, la main-d'œuvre est francophone et coûte 10 fois moins cher que dans l'Hexagone. Le salaire, c'est 400 000 arias net par mois. 400 000 ariari, soit 114 € par mois. Derrière les ordinateurs, une quinzaine d'employés qui rédigent des avis toute la journée. C'est harassant de travailler ici. Ils font des contrats dans cette boîte? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'en ai pas. Mais les autres, je sais pas. Et il y a une couverture sociale? Non, enfin, on m'a rien dit en tout cas. Ces employés répondent à toutes sortes de clients qui souhaitent améliorer leur image. Sites de vente de jeans, agences de voyage, hôtellerie, le business est sans limite. Publier de faux avis est une pratique illégale. Mais à Madagascar, difficile de faire aboutir des poursuites. Retour à Paris.
au siège de la DGCCRF. À la direction de la répression des fraudes, Loïc Tanguy connaît bien ces sociétés cachées. Ce directeur de cabinet et ses collègues traquent les faux avis. Faire de faux avis, c'est une pratique commerciale trompeuse qui est un délit pénal qui est puni d'une peine de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende, somme qui peut être multipliée par 5 pour les entreprises. Une lourde peine, mais qui n'est quasiment jamais appliquée. Chaque année, la DGCCRF ne fait qu'une quinzaine de signalements à la justice. Une goutte d'eau dans la mer. Alors si TripAdvisor n'est pas totalement fiable, comment trouver un bon restaurant? Nous avons enquêté sur d'autres sites comme La Fourchette, mais aussi sur les bons vieux guides traditionnels comme le Michelin et le Goemio. Enfin, grâce à un expert, vous découvrirez quelques conseils simples mais infaillibles. Gage de qualité. Pour bien manger, où que vous soyez. Depuis quelques années, un autre site séduit beaucoup d'amateurs de bonne table. La Fourchette. Cette application française créée en 2007 permet de réserver en ligne. Contrairement à TripAdvisor, pour éviter les tricheries, les avis sont publiés uniquement lorsque le restaurateur a confirmé votre venue dans son établissement. Mais surtout, ce site promet des repas à prix cassé, jusqu'à 50%. Une proposition pour le moins alléchante. Dans le Val d'Oise, Maëlys et Mourad sont des adeptes du site. Ce soir, ce couple cherche un restaurant pour dîner en amoureux. 26 € au prix moyen. Et il y a moins de 30%. Donc ça va. Ouais. Ces étudiants de 20 et 22 ans vivent encore chez leurs parents. Et ils ne veulent pas dépenser plus de 20 € par personne. Vu que nous, on va vraiment souvent au restaurant, sinon on serait un peu ruinés. Ruinés à la paille. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des réductions. Je retourne chaque fois. 10, 9,5, 8. Là encore, les restaurants semblent classés par ordre de préférence des clients. Après quelques minutes, Maëlys et Mourad repèrent une bonne affaire. Le restaurant promet ce soir un rabais de 20% sur la carte. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un couscous. C'est vrai? Ouais, ça fait longtemps, très longtemps. Il y a des briques, j'aime bien les briques. Végétarien aux légumes, tu vois qu'il y avait. Pour réserver, il suffit de rentrer ses coordonnées et de cliquer. Terminer la réservation. Et voilà. Avec une moyenne de 9,4 sur 10, l'établissement est très bien classé. Mais avec 20% de réduction, la qualité et la quantité seront-elles bien au rendez-vous? Bonjour. Prévenu par informatique, le restaurateur sait déjà qu'ils vont payer un tarif réduit. Moi j'aime bien la banquette. La banquette? Ouais, s'il vous plaît. Un couscous légumes, s'il vous plaît. D'accord. Pour le couscous royal, c'est pour une personne ou pour plusieurs personnes? Pour une personne. C'est pour une personne? Ah bah, je vais prendre le couscous royal. Hein. Tu as mangé tout ça? Ouais. T'es sûr? Ouais. On fait crédit si vous voulez. Sinon, on vous ramène à la cuisine pour ouais, pour nettoyer les assiettes, c'est ça. Le service est souriant et attentionné. Les portions généreuses. Les tourtereaux vont maintenant apprécier la nourriture. Alors? Ça va, elle est bonne. Alors ça se passe bien? Oui. Super bien, franchement. Ce qu'on disait, ça se passe super bien. On est accueillis comme des rois. Bien. Sincèrement. En plus de ça, on a moins 20% sur le plat. Donc sincèrement, on va retourner. Mais au moment de l'addition, c'est l'incompréhension. Je crois qu'il faut qu'on lui demande pour les... Pour la réduction? Ouais, faut qu'on lui redemande. 48 € au lieu des 36 espérés. On est loin de ce qu'annonçait le site. Excusez-moi, est-ce que vous venir s'il vous plaît? Non, je vous explique en fait. Vous savez, là, c'est les mêmes montants que sur la carte, on est d'accord? On a ajouté. Et ça arrive à 48. Ouais. Mais avec la fourchette, on a moins 20%. Mais là, il n'y est pas le. Il n'est pas 20%? Non. Voilà, et moins 20%. Parce qu'on a regardé. C'est pas le faire alors. Devant l'insistance de Maëlys, le serveur repart avec la note. Franchement, c'est la première fois. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive, enfin ça nous arrive. Ouais.
Le patron arrive et affirme qu'il n'y a pas d'erreur. C'est fait. Moins 20%. Ah, parce qu'on l'avait pas vu dessus. Ouais, ça fait bizarre qu'on dise qu'il y a moins 20% et du coup c'est pas écrit. Maëlys n'en démord pas. Alors le patron et son serveur ressortent leur calculette. Ce petit manège dure 40 minutes quand arrive enfin une nouvelle note. Ah, ça a encore augmenté? Non, je sais pas. 43,80 € au lieu de 36. C'est encore 7,80 € de trop. Le jeune couple jette l'éponge. Normalement, c'est moins 9 €. Et là, on voit moins d'1,20 €. C'est vraiment pas la même chose. Du tout. C'est comme ça, on va payer. Et on va dormir. Et on va dormir. Ils repartent avec l'impression de s'être fait rouler dans la farine. Le lendemain, Maëlys publiera un avis mitigé sur ce restaurant. Cette déconvenue, d'autres l'ont déjà vécue. En fait, sur ce site, il existe une centaine de litiges par mois. Pour quelle raison? Ce jeune couple sera-t-il remboursé? C'est à 1000 km de là que nous allons chercher ces réponses. Barcelone, dans le nord de l'Espagne. Des plages à perte de vue, du soleil et surtout des salaires moitié moins élevés qu'en France. La Fourchette a donc élu la cité catalane pour y installer son service réclamation, capable de régler les litiges dans toutes les langues. Buenos días, soy Jessica del Tenedor. ¿En qué podría ayudarle? Oui, bonjour, ici Anaïs de la Fourchette, en quoi puis-je vous aider? Welcome to the Fork, my name is Maria, how can I help you? Moi, je parle le français, l'espagnol, le catalan, c'est bien de préciser, et puis l'anglais. Benjamin a 32 ans. Il est conseiller clientèle. Aujourd'hui, c'est lui qui est chargé de résoudre le problème de Maëlys et Mourad. Je vais vérifier la facture pour voir si elle a bien respecté les conditions de la promotion. Ils ont pris un couscous royal, un couscous légumes, donc c'est deux plats principaux. Et finalement, ils ont pris banana split et pâtisserie maison. Donc, effectivement, ils ont bien respecté les conditions de la promotion. Pour résoudre le problème, Benjamin appelle le restaurant dans lequel Maëlys et Mourad ont dîné. Allô? Oui, bonjour. Benjamin de la Fourchette. Est-ce que vous avez 2 petites minutes? C'est pour une réservation qu'il y a eu le 3 juillet. En fait, la personne qui gérait les réservations a démissionné. Et en fait, c'était mon collègue, puisqu'on a un nouveau qui est là, et il ne connaît pas trop ce système-là. Ah, d'accord. C'est noté, madame. Et je vais demander au commercial qui vous contacte vraiment au plus vite pour vraiment expliquer un petit peu comment ça marche, surtout pour le nouveau serveur qui vient de s'incorporer. D'accord, il n'y a pas de souci. Parfait, je vous remercie, je vous souhaite un très bon service à vous. Au revoir. Au revoir. Ça n'a pas été malhonnête du tout, c'est une petite erreur qui survient de temps en temps, surtout dans ces périodes-là d'été. Là, vraiment, c'est un cas assez simple et il n'y a vraiment rien à se préoccuper. Ce client-là va avoir son montant et va sûrement être dédommagé. Quelques jours plus tard, Maëlys a bien été dédommagée par le site. L'incident en est resté là. Mais quand un restaurateur multiplie les erreurs, la société ne fait pas de cadeau. On écoute nos clients, ils nous préviennent une fois, ça peut arriver, c'est un problème ponctuel. Mais si on le contacte à plusieurs reprises, surtout par le commercial qui a eu des infos, soit de notre part, soit des rapports en disant « attention, ce restaurateur génère des irritants » qu'on appelle chez nous, là oui, effectivement, on peut prendre aller jusqu'à la sanction qui est comme la dépublication du site. La Fourchette veille donc à ce que les réductions promises soient bien appliquées, mais elle ne garantit pas forcément la qualité dans notre assiette. Nous sommes dans les Yvelines, au golfe du Coudray-Monceau. Après un bon parcours, c'est souvent chez cet homme que l'on vient se sustenter. Une entrecôte bleu riz, 3 plats du jour de frites, un pâte et une andouillette frites. Depuis 28 ans, Rudy Romanello sert ici des plats gourmands, appréciés des sportifs. L'entrecôte, il vous l'a fait poêler avec des oignons. Vous savez ce que c'est des oignons? Non, je sais pas. Oh, mais sale gosse, des oignons, il y a un i. Pour élargir sa clientèle, Rudy a décidé de s'inscrire sur la Fourchette.
Mais il va devoir se plier au modèle économique du site. Accepter de faire de fortes réductions. Au téléphone, les conseils du commercial sont sans équivoque. Je voudrais savoir, moi, en tant que restaurateur, est-ce qu'il faut faire des promos pour être bien référencé, être dans les premiers? Alors oui, les promotions, elles vont de 20 à 50%. Pour répondre à votre question, oui, en effet, ça donne plus de visibilité. Comment ils font pour s'y retrouver? Parce que, honnêtement, moi, si je fais une promo de 20%, ben, moi, je perds ma marge, puisque ma marge, elle est entre 10 et 5%. En multipliant les promotions, ce patron risque de perdre de l'argent, car la plateforme lui demande en plus 2 € par couvert réservé. Merci beaucoup de votre gentillesse. Un sacrifice qui peut se répercuter sur votre assiette. Soit on gonfle les prix, soit on réduit les parts. Il faut bien récupérer ces 20% quelque part. Hein. Ou alors il faut que je triche, que je fasse comme certaines enseignes, je fais des fausses soldes, c'est-à-dire que je vends un tarif à 200 €, en fin de compte, quelque chose que je vendrais 100 € normalement. Et ça peut être une forme de récupération de la promo, mais on ne peut pas enlever 20% d'une assiette, c'est pas possible. Ou alors il n'y a plus rien à bouffer, quoi. Mais quand même, les gens viennent aussi pour manger, donc il faut bien qu'ils se nourrissent. Sinon, je ne serais pas comme moi. À l'arrivée, ce système garantit donc des ristournes intéressantes, mais pas de trouver les meilleurs restaurants. Alors pour choisir une bonne table, ne faut-il pas revenir au guide traditionnel? Le plus vieux d'entre eux, c'est le Michelin. Créé il y a plus d'1 siècle, il n'est au départ qu'un simple outil destiné à faciliter la vie des automobilistes. En 1926, les fameuses étoiles apparaissent. Elles feront sa renommée. Aujourd'hui, au pays de la gastronomie, le Bibendum fait la pluie et le beau temps. Mais ce guide est-il toujours à la page? Et surtout, comment les restaurants sont-ils notés? Par combien d'inspecteurs? Des secrets jalousement gardés. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Pascal Remy est un ancien inspecteur du guide, où il a œuvré pendant 16 ans. En 2003, il publie un ouvrage qui dénonce les pratiques pas toujours avouables du célèbre livre rouge et se fait licencier. Ces révélations fracassantes dérangent toujours. Bonjour monsieur. C'est dans un restaurant étoilé et l'un des plus beaux de Paris qu'il nous a donné rendez-vous. Pascal Remy a accepté de nous montrer comment il inspectait les établissements à l'époque. Très bien, très confortable. Merci monsieur. Un inspecteur, c'est un client ordinaire. Il choisit ce qu'il a envie de choisir, ce qui lui fait plaisir. Si possible, des plats un peu travaillés. On va éviter les huîtres juste ouvertes ou le petit pot de caviar. Eh bien, écoutez, au menu, pigeons sautés, agneau de lait, des plats traditionnels revisités. Mais pour se les offrir, il faut compter 200 € minimum par personne. Très bien, merci. Quand il était en activité, Pascal Remy, comme tous les inspecteurs du guide, ne regardait jamais à la dépense. Je me souviens d'avoir fait des records d'addition. C'était, je crois, 650 € par personne. Mais bon. Aujourd'hui, il va juger la cuisine de Jean-Pierre Vigato, l'un des 600 chefs étoilés de France. Ce midi en préparation, homard breton ou dorade et beignets de courgettes pour une centaine d'euros. Tu sors les filets de dorade, il veut voir les filets de dorade. Pendant 27 ans, ce chef a porté fièrement ses 2 étoiles. Mais il y a 3 ans, le Michelin lui en a retiré une, sans explication. Vous avez compris ce jeu, c'est que là, la queue se termine en pointe, là, coupé très net. Une véritable épreuve pour lui et sa brigade. Et la peur de voir fuir la clientèle. En salle, Pascal Remy a déjà commencé son inspection. Service, argenterie, linge de maison, tout entre en ligne de compte. Mais ce qui prime bien sûr, c'est la dégustation. C'est votre farine de lait. Encore une fois, on regarde tout. On regarde la présentation. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de très sobre. En fait, la chair est froide, avec une petite émulsion ici. Et puis, dedans, il y a des petits légumes qui sont tièdes. On goûte l'assaisonnement, on goûte la cuisson. Les inspecteurs du Michelin sont des professionnels du goût. Ils ont tous fait une école hôtelière
ou occuper des postes dans le milieu de la gastronomie. C'est principalement l'expérience, parce que vous mangez 2 fois par jour, toute l'année. Donc en gros, vous mangez 500 fois par an au restaurant, vous avez plus de légitimité, plus de points de comparaison que quelqu'un qui mange 3 fois par an au restaurant pour son anniversaire et pour l'anniversaire de sa femme. Pour la première fois de sa vie, Jean-Pierre Vigato, le chef, va échanger avec l'un des inspecteurs qui a jugé sa cuisine pendant des années. Une situation qui ne manque pas de piquant. La visite du chef. Oui. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur. Vous avez pris l'araignée? Eh oui. Et... Très beau plat. Merci. Les experts du Michelin ont pour consigne de déguster incognito. Une pratique qui entretient le flou sur la réalité des inspections. Ils prétendent qu'ils sont venus. Comme moi, je ne les connais pas, donc j'ai aucun moyen de vérifier. Alors ils nous disent peut-être telle date, etc. Mais je n'ai pas réservé à mon nom ou ça a été réservé par... complètement invérifiable. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas dire ils sont venus tous les ans vérifier Non, non. Et pour cause. Contrairement à ce que l'on pense, les inspecteurs du Guide Rouge ne testeraient pas toutes les enseignes chaque année. Pascal Remy va nous le révéler. Les établissements sont visités tous les 3 ans. Visités, pas y manger. Certains restaurants ne seraient même jamais testés. La raison, un sérieux manque d'effectifs. De votre temps, il y avait combien d'inspecteurs? Mais il y a toujours eu entre 5 et 10 inspecteurs. Le maximum, quand il y avait des gens en formation, il y avait 12. 5 à 10 inspecteurs seulement pour un guide qui référence 3400 restaurants. Le chef est estomaqué. Pascal lui apprend même que les inspecteurs visiteraient la plupart des restaurants sans en goûter la cuisine. On ira faire ce qu'on appelle la visite du matin, c'est-à-dire on arrive le matin à 9h et on dit bonjour, je suis l'inspecteur, je viens visiter la maison, est-ce que vous voulez bien me faire voir la maison? Alors on regarde la maison, on dit ah ben vous avez changé la moquette, vous avez refait le plafond, voilà. Il ne faut pas croire qu'on mange tout le temps dans tous les établissements. Il y a des établissements où on n'a pas mangé depuis 10 ans, parce qu'il n'y avait pas lieu d'y manger particulièrement. Des restaurants jamais inspectés pendant 10 ans. L'accusation est lourde. Mais Pascal Remy n'a jamais été poursuivi en justice pour ses propos tenus dans son livre. Nous avons sollicité les responsables du Michelin pour une interview. Ils n'ont jamais donné suite. Le Michelin ne serait pas complètement fiable et son site internet non plus. Car aujourd'hui, n'importe quel restaurateur peut demander à y figurer et se mélanger aux établissements étoilés. Il suffit de verser au site Michelin un abonnement de 69 € par mois. Et la moindre petite crêperie peut espérer côtoyer les grands du monde gastronomique. Vous voyez par exemple, là vous avez exactement 2 établissements dans lesquels il y en a un qui fait partie de la sélection, parce qu'on voit bien qu'il est noté Guide Michelin 2017 avec le symbole de l'assiette dont je vous parlais, et d'un autre côté, le 2e établissement qui, lui, n'a pas ce macaron-là, qui fait que c'est un établissement qui paye pour avoir de la visibilité au sein de cette interface. Cette visibilité ouverte à tous rapporterait, selon notre estimation, 3,5 millions d'euros à la marque. En 6 ans, le guide a multiplié son chiffre d'affaires par 4. Alors 2010, 19 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est une société qui fait 80 millions d'euros par sa diversification. En revanche, je crois qu'au niveau de l'interface web, on pourrait peut-être la réfléchir un peu différemment pour que ce soit plus clair au niveau du consommateur. Pour que les internautes s'y retrouvent tout de même, ils peuvent cocher cette case. Seuls les établissements notés et sélectionnés par les inspecteurs apparaîtront alors. Aujourd'hui, les méthodes des guides sont de plus en plus contestées et les langues se délient. Dans le livre noir de la gastronomie française, Emmanuel Rubin et Émeric Mantoux se sont attaqués à la part d'ombre de ces publications. Regarde bien là, regarde ce qu'ils font, tu vas voir, t'es mort de rire. Ces 2 journalistes en connaissent parfaitement la fabrication. Ils ont travaillé pour une dizaine d'entre eux. Et ils l'affirment, les guides gastronomiques sont incapables de tester tous les restaurants dont ils parlent. J'ai quand même pas mal vadrouillé dans cet univers-là et je sais que tous, ils n'ont pas les moyens de visiter l'intégralité de leurs adresses. Il y a une matrice d'adresses qui est beaucoup trop importante, qui est proche du bottin.
c'est trop lourd. Personne n'a les moyens humains quasiment d'avoir les équipes pour couvrir 1000 nouveautés, 300 jeunes talents, 3820 restaurants et bistrots. Quand j'ajoute le Michelin, c'est les hôtels en plus. Et l'argent qui va avec, si, selon leur éthique, ils payent bien leur nuit d'hôtel, c'est pas possible. Quand ils rentrent des adresses dans les guides, il y a quelqu'un qui est allé. Après, il peut se passer parfois 2 ans et on va rafraîchir le reste avec une astuce qu'utilisent les guides tous, Goemio, Michelin, le Routard, c'est ils envoyaient des questionnaires. Des questionnaires ultra confidentiels que nous avons réussi à nous procurer. Il y est demandé aux restaurateurs les modifications apportées dans l'année, leur plat emblématique, plat principal et même dessert. Une façon économique d'actualiser un guide sans envoyer ses inspecteurs. Avec ça, on peut très bien réécrire un texte et dire, ah ben, regardez, la preuve qu'on y est allé, c'est que le texte, il a changé. Ce qui est bien, c'est qu'il s'engage à mettre le guide à jour tous les ans. C'est bien pour un guide annuel en marque. En se penchant sur le principal concurrent du Michelin, le Goemio, le journaliste repère immédiatement une anomalie. C'est assez amusant l'exemple que j'ai trouvé. Vous avez l'atelier du peintre, donc Goemio 2014. Et là, on vous dit, à Colmar, joli cadre contemporain créé dans une maison face à celle du peintre. 3 ans plus tard, c'est marrant, on est dans l'atelier du peintre. C'est-à-dire que le restaurant, il a changé. Il n'est plus en face, dans la rue en face, il est dans l'atelier du peintre. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème, c'est-à-dire que non seulement c'est pas relu, c'est pas cohérent, ils n'ont même pas fait cet exercice de base de comparer eux-mêmes leurs propres éditions sur plusieurs années, et vous continuez à vendre des guides avec des adresses qui, si ça se trouve, n'ont pas été visitées. Contrairement au Michelin, le Goemio a accepté de nous ouvrir ses portes. En près de 50 ans, le guide jaune s'est imposé comme une référence en matière de bon goût. Chaque année, sa célèbre remise de prix attire les grands noms de la cuisine française. Marc Vera, Thierry Marx, Jean-François Piège ou encore Alain Ducasse. Je suis particulièrement heureux d'accueillir Alain Ducasse. Et pourquoi pas nous, les cuisiniers français, ne serions-nous pas capables à nouveau de démontrer qu'ensemble, nous sommes les meilleurs? Au-delà de ces figures, ce qui intéresse ce guide aujourd'hui, ce sont les stars de demain. Le Goemio se veut découvreur de talent et ambassadeur du bon rapport qualité-prix. Dans ses pages, pas d'étoiles mais des toques, assorties de notes allant de 10 à 19,5. Ce guide, dont les locaux sont situés en région parisienne, ne testerait-il lui aussi qu'une partie des restaurants? Ce matin-là, dans les bureaux du Goemio, le rédacteur en chef et son directeur échangent sur le travail d'une de leurs inspectrices. Alors, l'enquêtrice, elle n'est pas hyper enthousiaste, mais elle dit il y a plein de trucs qui sont bien. Si l'enquêtrice avec la grille dit que ça vaut 11, 11,5, elle est plutôt à 12. Ça s'approche de 12, mais ça ne dépasse pas 12. On reste sur la note qui est la bonne note. Depuis qu'il a racheté la marque en 2016, Comme de Chérizet entend moderniser son guide et jouer franc jeu. Moi, je comprends que le public ait envie de savoir. Et comme on est aujourd'hui devenu très peu nombreux dans le monde à être capable de faire ce métier, ben, ça mérite un exercice de transparence. Si le public est conseillé par quelqu'un, qui est le conseiller? Première surprise, les enquêteurs du Goemio ne sont pas des professionnels du goût. Ils sont étudiants, chimistes, retraités ou encore chauffeurs de bus. Payés en droit d'auteur, ils touchent un simple complément de revenus. Mais pour le rédacteur en chef, ils sont légitimes pour juger un restaurant. C'est tous des gens qui ont une autre activité, mais qui font ça vraiment par passion, et ce qu'on veut, c'est des gens passionnés. Donc, ils couvrent tout le territoire, c'est-à-dire qu'ils ne restent jamais dans la même région, ils bougent, ils passent leurs loisirs, leurs vacances à faire des tas pour Goemio. Et puis, donc, ces enquêteurs-là sont extrêmement fidèles et surtout extrêmement fiables. Ces inspecteurs, qui travaillent sous pseudonyme, comme Brandade ou Truffe, sont en réalité très peu nombreux eux aussi. Une vingtaine seulement pour 6500 établissements, soi-disant inspectés. Vous savez que ça ne fait pas le compte. Il y a toujours quelques erreurs. Forcément, il y a quelques erreurs. Il peut y avoir un restaurant qui a fermé hier et qu'on ne le sache pas encore aujourd'hui. Mais on le saura peut-être demain ou après-demain. On a un réseau d'informateurs qui nous permet d'être très à jour. Mais les restaurants sont-ils vraiment tous inspectés? Vous allez voir que les deux hommes vont avoir du mal à nous le prouver. Un inspecteur doit systématiquement payer son addition et la conserver.
c'est la garantie qu'il a testé le restaurant. Nos enquêteurs ne sont payés que quand ils ont déposé dans notre outil de gestion des enquêtes la grille complète, les photos des plats et l'addition. Et ça veut dire que si je prenais 2 pages au hasard, vous pourriez sortir toutes les additions Bah oui, c'est le métier. Par exemple, si je vous dis la table de Gênes, page 360. Rue Royale. C'est bien ça? Oui. Une bonne petite table, mon petit bistrot. Mais en fouillant dans leurs archives, les deux hommes ont bien du mal à retrouver la facture. Continuez pendant que je cherche. Hein. Après 5 minutes de recherche, Marc Esqueré se lance dans une explication hasardeuse. Ça m'étonnerait qu'on ait l'historique avec les additions, les photos, oui. Ou les additions, on les met, ça va prendre trop de place. Le rédacteur le reconnaît, il ne conserve pas toutes les additions. De bonne foi ou non, il est incapable de prouver que tous les restaurants du guide ont été testés cette année. Vous disiez que vous alliez visiter les tables tous les 2 ans. C'est au pire tous les 2 ans. Toutes les tables sont enquêtées dans un intervalle de 18 mois. Il y a des tables qui sont extrêmement stables. Ça ne sert à rien d'y aller 2 fois par an. Il y a un moyen de le vérifier? Le meilleur moyen, c'est que vous allez sur notre site tester les tables qui sont présentées. Et si vous êtes déçu, bien vous avez le droit de ne plus jamais utiliser Goemio. Malgré leurs imperfections, ces guides restent d'incontestables défenseurs de la gastronomie française. Chacun à sa manière. Le Michelin pour la tradition, le Goemio pour la découverte. Mais si vous voulez trouver un bon restaurant, il existe une autre méthode, simple et conviviale. Direction Gérardmer dans les Vosges. Une station de montagne très appréciée été comme hiver. Nous retrouvons Pascal Remy, l'ex-inspecteur du Michelin. Il a accepté de nous montrer comment il faisait pour dénicher une bonne table dans n'importe quelle région. Sur la place centrale d'une station touristique, c'est pas là où j'irai spontanément. On n'est pas forcément obligé de faire de la grande qualité quand on a un très bel emplacement comme ça et que les touristes passent de toute façon. Bon, voilà. Après, on va aller faire un petit tour, on va aller voir ce que ça propose. Ici, pizzeria, pub, brasserie, une quinzaine de restaurants sont agglutinés. À première vue, pas forcément une bonne nouvelle pour Pascal. Ouh là 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 là, de la choucroute, des moules frites, du potage au crouton. Combien ça coûte ça? 26 €. Alors là, on est vraiment dans le pire truc à touristes, à fuir à toutes jambes. S'il y a beaucoup de propositions, c'est pas très bon. Une carte qui serait plutôt courte serait plutôt un gage de qualité. Après, il faut lire la carte et voir si ça colle un petit peu au terroir. Alors évitez les moules frites dans les Vosges ou le cassoulet en Bretagne. Si vous ne voulez pas manger du surgelé au prix fort, misez plutôt sur les produits locaux. La truite, c'est un petit peu le poisson d'ici, donc c'est plutôt bon signe quand même. Par contre, il y a des gambas à la provençale. Ça, je ne sais pas trop pourquoi. D'abord, il n'y a pas de gambas, donc elles sont forcément congelées. Et puis, à la provençale, on est à 800 km de la Provence. Il ne faut pas tellement d'intérêt. Pour trouver la perle rare, Pascal a une technique. D'abord, il s'éloigne du quartier touristique. On va sortir l'arme secrète et on va aller demander aux gens, aux locaux. Merci, au revoir. Bonjour, madame la boulangère. On cherche des restaurants. Est-ce qu'il y a des bons restaurants ici dans le coin? Si par exemple je veux manger à midi. Là-bas, oui. Ils font leur bière eux-mêmes. Vous avez les alambics en cuivre. Okay. Ils vous font visiter. Vous mangez très bien aussi. Et juste avant l'hôpital. Il fait tout lui-même, c'est de père en fils, c'est excellent. Ah, Jean-Pierre Coff est déjà venu d'ailleurs. Oh, bah si Jean-Pierre est déjà venu. Voilà. Il vous l'a bien. Pour finir sa petite enquête, Pascal n'oublie jamais de saluer une personne. Dans une commune, son rôle est essentiel. La libraire du coin, elle vend des guides, elle discute avec les gens. Accessoirement, j'imagine qu'elle va manger aussi au restaurant. Et en principe, les libraires sont souvent de bons conseils quand on cherche une bonne table. Bonjour madame. Effectivement, cette dame n'est pas avare de conseils. Je cherche un restaurant. Oui.
Il y a un petit restaurant qui est un petit peu plus loin. Cuisine familiale, avec de bons produits. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Merci vous également. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Après 20 minutes de recherche seulement, notre ancien inspecteur est sur une piste. Alors, il y a des spécialités, du pâté lorrain, de la quiche lorraine. C'est possible que ce soit intéressant. En entrant, première surprise. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il découvre une pâtisserie-restaurant. Possible de déjeuner? Bien sûr, oui. Merci. Alors, vous êtes pâtissier à la base? Je vois qu'il y a plein de gâteaux appétissants là dans l'entrée. Mes parents ont créé une pâtisserie, chocolaterie dans le bas de la rue de la Gare il y a 35 ans à peu près. Et puis moi j'ai 17 ans de restauration gastronomique derrière moi. L'enquête de notre inspecteur est-elle concluante? Le test commence par une spécialité locale. Et la terrine est effectivement maison. Elle est bonne, elle est bien assaisonnée, elle est goûteuse, elle est fondante. Ça valait le coup d'investiguer et d'aller lire toutes les cartes du coin pour savoir ce qu'on allait en faire. C'est bon, c'est pas la trappe touriste. C'est tout à fait honorable. Et le prix est raisonnable. Entrée, plat, boisson. Pascal a déjeuné pour moins de 20 €. Un repas uniquement composé de produits régionaux et fait maison. Finalement, bien choisir son restaurant est un jeu d'enfant. Il suffit de mener une petite enquête de proximité, de poser quelques questions, et il ne reste plus qu'à se mettre à table.